Hello, my name is Chief Patricia Bernard from the Madawaska First Nation, and I'm going to read an excerpt. Actually, I'm going to read a part of the introduction from a book called Enough is Enough. We've had a long, hard struggle. I think what kept us going was our heritage and our sticking together. Maybe we didn't have all the same ideas, but we all had the one main goal in mind: equality for the women. We're just as good as the men. That was our one strive. I think what really kept us going is our determination to seek what is rightfully ours, and that is our heritage. We all knew that no government agency, be it white or be it Indian, was going to tell us we were no longer Indian, when we know we are Indian. Here the Canadian government was making instant Indians out of white women. You might as well have said they were trying to make instant white women out of us Indians. And it cannot be, because being Indian is our heritage. It's in our blood. I think that is our determination right there. It's because we are Indian. We are fighting for our birthright. Bonjour. Je vais lire du livre de poèmes de Marilyn Dumont, une vraie bonne petite métisse. Je vais lire premièrement un court poème qui se nomme « Lettre à Sir John A. Macdonald », page 50. Je m'appelle Monique Bouton. Lettre à Sir John A. Macdonald. Cher John, je suis encore là, toujours aussi métissé après toutes ces années. Toi, t'es mort. Et le plus drôle, c'est que cette voie de chemin de fer à laquelle tu tenais tant, d'un océan à l'autre, on parlait de la fermer l'an passé, ou du moins de supprimer l'horaire de jour. Tu sais quoi, John? Après nous avoir tous déplacés à gauche, à droite pour accommoder les colons, on est encore là, et toujours aussi métis. On est encore là, après le lac Meech, et l'un de ces bons ariens d'Indiens qui tient tête au train en ralenti, les cabanes de syllabes, nom de la colonisation, syntaxe métallique et la longue phase de nom de son exploitation. Et John, ce maudit chemin de fer n'est jamais parvenu à faire de cette nation une grande nation, parce que la voie vient de fermer, et que ce pays se chicane encore autour de l'idée d'unité, et que Riel, même mort, continue de ressusciter dans tous les Bill Wilson qui osent prendre la parole ou prendre parti. Parce que tu sais aussi bien que moi qu'on s'est fait rouler par quelques rails de métal qui n'ont pas tenu le coup, et quelques colons qui n'arrivaient pas à se fixer. Et le plus drôle, c'est qu'on est encore là, et qu'on s'affirme encore, et qu'on s'affirme comme métissé. Bonjour, je m'appelle Clara et je vais vous lire le résumé des résultats de l'initiative Sœurs par l'Esprit de l'Association des femmes autochtones du Canada. Au 31 mars 2010, 582 cas de femmes et de filles autochtones disparues ou assassinées avaient été consignés dans la base de données de Sœurs par l'Esprit de l'AFAC. La recherche de l'AFAC a révélé que les répercussions intergénérationnelles et la vulnérabilité qui résultent de la colonisation et des politiques de l'État, notamment les pensionnats indiens, la rafle des années 1960 et le système de protection de la jeunesse, sont des facteurs qui sous-tendent les résultats de la violence que subissent les femmes et les filles autochtones. Dans le résumé de la recherche et la détermination des tendances liées aux causes premières et aux circonstances entourant la violence, il y a un certain nombre de résultats clés qui devraient éclairer la prise de décision en ce qui concerne les politiques et les services aux victimes, ainsi que les mesures à adopter. Résultats clés. Il y a un nombre disproportionné de femmes et de filles autochtones disparues et assassinées au Canada. De 2000 à 2008, 153 cas de meurtre ont été consignés dans la base de données de Sœurs par l'Esprit de l'AFAC. Ces femmes représentent environ 10% du nombre total de victimes d'homicides de sexe féminin au Canada, malgré que les femmes autochtones ne constituent que 3% de la population de sexe féminin au pays. La majorité des femmes et des filles de la base de données de l'AFAC ont été assassinées, tandis que 115 femmes et filles disparues restent introuvables. La majorité des disparitions et des décès de femmes et de filles autochtones ont eu lieu dans les provinces de l'Ouest canadien,
Plus du 2/3 des cas sont produits en Colombie-Britannique, en Alberta, au Manitoba et en Saskatchewan. Ces femmes étaient jeunes en grande majorité. Plus de la moitié de ces femmes et des filles avaient moins de 31 ans. Dans la prise de mesures conçues pour augmenter la sécurité, il faut tenir en compte les besoins des jeunes femmes et filles autochtones. Un grand nombre de ces femmes étaient mères. Sur les cas où cette information est connue, 88% des femmes et filles disparues ou assassinées ont laissé derrière elles un enfant et des petits-enfants. Il faut que ces enfants aient accès à des soutiens adaptés sur le plan culturel pour les aider à supporter ce traumatisme. Les femmes et les filles autochtones sont aussi susceptibles d'être tuées par une connaissance ou un étranger que par un compagnon intime. Près de 17% des inculpés étaient des étrangers. Les femmes et les filles autochtones sont plus susceptibles que les femmes non autochtones d'être tuées par un étranger. Près de la moitié des cas de meurtre ne sont pas résolus. À l'échelle nationale, 53% des cas de meurtre ont été classés par la mise en accusation d'homicide, tandis qu'aucune accusation n'a été portée dans 80% des cas. Cependant, le taux de classement varie d'une province à l'autre. Les taux d'affaires classés pour des cas de meurtre de femmes et de filles les plus bas sont ceux de l'Alberta, à 42%, et les plus élevés au Nunavut à 93%. Les cas ont lieu en majorité en milieu urbain. 70% des femmes et des filles ont disparu des régions urbaines et 60% ont été assassinés en région urbaine. Mais il faut également des ressources pour répondre aux besoins des familles dans les communautés rurales et dans les réserves. Cyril Simard, maire d'Edmundston, j'ai lu un texte de Natacha Canapé-Fontaine. Je sais, c'était toi. La quiétude parmi les mots griffonnés, pour toi, ni mouchoum. Il n'y a pas de terme pour implorer le pardon. Ta langue est humaine, elle n'est d'aucune rancune. Ma complainte est une terre, son peuple effacé. Bonjour, je m'appelle Tania. Je suis étudiante à l'UMCE, l'Université de Moncton, campus d'Edmundston, ici même à Edmundston. Puis aujourd'hui, je vais vous lire l'affiche sur la violence envers les femmes autochtones. Ça a été écrit par l'Association des femmes autochtones du Canada. Donc, les femmes et les filles autochtones sont fortes et belles. Ce sont nos mères, nos filles, nos sœurs, nos tantes et nos grands-mères. Pendant des années, les communautés ont attiré l'attention sur le nombre élevé de femmes et de filles autochtones disparues ou assassinées au Canada. En date du 31 mars 2010, l'Association des femmes autochtones du Canada avait assemblé de l'information sur quelques 582 cas à l'échelle du pays. Les femmes autochtones sont confrontées à des actes de violence fondés sur le sexe qui met leur vie en danger à cause de la haine et du racisme. Cette fiche d'information inscrit la question des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées dans le contexte général de la violence envers les femmes autochtones. En comprenant la gravité de la question, nous pouvons mieux travailler dans le but de briser le cycle de la violence. Bonjour. Je vais lire du livre de poèmes de Marilyn Dumont, une vraie bonne petite métisse. Je vais lire le poème en page 51 qui a le titre « Une âme qui n'a toujours pas été sauvée ». Je m'appelle Monique Boutotte. Un mot de plus sur le Dieu des chrétiens et je me mets à hurler. Je sors de mon corps de païenne, je t'amène à croire que je suis la Vierge Marie et je te mets dans mon lit. Une phrase de plus sur ton église de blanc et je me mets à chanter et à danser avec tous mes faux dieux, une danse révélatrice où je te rends hommage par tous les draps souillés de ma couche. Une autre sainterie ou un rituel sacré de plus dont je serai témoin. Et cette âme qui n'a toujours pas été sauvée se met à vomir 35 ans d'hostie de communion. Hi, I'm Amy and I work for the libraries. Today I'm going to be reading from Stolen Sisters by Emmanuel Walter. Hi, my name is Tammy Wright. I am the library manager of the Perth Andover Public Library, and I am reading to support the Sisters in Spirit, raising awareness of the missing and murdered Indigenous women in Canada. And I am going to be reading from Stolen Sisters, the story of two missing girls, their families, and how Canada has failed Indigenous women, by Emmanuel Walter.
The day I learned that my sister Bella had been found dead on the terrace of a high-rise condo near Toronto's waterfront with no explanation of why or how she fell was the day I understood what it feels like to grieve so deeply and so immensely that nothing else matters. It felt like there was no end to the screaming sadness. When I'm asked what Missing and Murdered Indigenous Women, MMIW, means to me, I think of pain, grief, shock, sadness, and anger. I think of the gaping void that families suffer after experiencing the loss of cherished and loved ones in such drastic, traumatic, and violent ways that no woman or girl should ever be subjected to. I think of the ripple effects that families experience after a tragic event like this happens, and how a family struggles to cope with this trauma. I think of the younger generation in each family who must try to understand that their mother, sister, aunt, or grandmother has not only been violently taken, but continues to be inhumanly disrespected and disregarded after her death. Bonjour, mon nom est Nicole Land. Je suis professeure d'histoire au campus d'Edmundston de l'Université de Moncton. Aujourd'hui, je vais lire un poème d'un recueil intitulé Bleuets et abricots de l'auteure Natacha Canapé-Fontaine. Donc, le poème que j'ai choisi, c'est le premier poème du recueil. Il s'intitule La marche. Donc, j'ouvre ma marche circumpolaire. On essuie sur ses pieds la pluie des tropiques, le sable de la mer. Je me souviens le sel du fleuve, collier au cou de ma mère. Je me souviens la vase, pays mien, ma chair. Égale à la planète brûlée, je vomirai un dernier cri au calvaire humain, l'accouchement de moi-même, l'oiseau tonnerre. Pays mien, ô, je te nommerai par ton nom, aux enceintes Anticosti, aux enceintes Eyou Etchi, ouvrir la porte aux réfugiés. On recueillera la richesse invisible, perdue entre les villes, enchaînera les monstres de l'histoire, les contes éternels de la civilisation en nos forêts subarctiques. Pays mien haut, je me ferai belle pour le poème de ma grand-mère. Si je te nommais mon ventre, si je te nommais mon visage, le nom de mes montagnes, ma rivière, Outchouat, Oupé-Samio, Chipou, le nom de mon fleuve, mon sable, mon lichen, Winnipeg, Nuchimit, je me coifferai pareil aux reines arctiques, à la mousse résineuse des épinettes, eau de vie des cueillettes. Je me souviens la tourbe, main moite, soumise au désespoir, au désir. Pays mien haut, voici ton nom, lové entre mes entrailles, sable et plage, lune et pierre. Chef de l'errance, clairière vibrante, taïga houleuse, toundra du tumulte, tu te dis sauvage, tu t'insinues en ma chair dedans. Ton nom surgit, corps d'écume, allongé sur le rivage, cailloux ouverts sur la mer, les plaques tectoniques s'engouffrent en moi. La nature t'a si bien fait, le calcaire retentissant sous mes robes femelles premières. Hommage à la vie, hommage à l'amour, je dis je pour dire les autres, la souffrance des miens, collines et fleuves, levant et couchant, pétri par les Perséides, promesses de l'aube. Parvenu à mon archipel, récit égorgé, je n'ai jamais voulu être esclave. Je refuse à tout jamais. Nous n'avons jamais voulu être esclaves de l'ivresse, je refuse à tout jamais. Brûle-moi, pends-moi, autant que tu le voudras, autant que l'histoire se répétera, je reviendrai au centuple. Je suis reine, mon sacrifice m'élèvera, le feu et l'arbre où tu as suspendu ma dépouille, ils te répondront, cornets de zinc et tambour, tonnerre et tornade, l'exil épouse l'infini du déluge. Maint ouragan parcourront la terre, jour après jour, gens pays mien, route forestière, nuages d'hier et de demain. Nous retranscrirons les prières égarées, c'est l'avenir, nous accomplirons les berceuses ancestrales, murmures d'en haut et d'en bas. Il faudra lever le flambeau à l'aurore, la pierre perce, le mystère et le souvenir, la route est vieille et les mémoires du temps, fossiles de nos paroles. Le ciel s'agenouillera, strié de cicatrices blanchâtres, s'enfoncera au cœur de la planète, jouir de la vivacité du cosmos.
Les chants de la paix éclateront. Nous verrons les fleurs pays sur les cheveux libérés de nos filles. Louis Riel reviendra rire parmi les chevaux et les cerfs. Les bisons courront à nouveau sur les terres. Manito, Abi, aie pitié de moi. Nitassinan, je prie. Et voilà. Statistique Canada signale que les femmes autochtones sont plus susceptibles que les femmes non autochtones de faire l'expérience de formes de violence les plus graves, qui peuvent constituer un danger de mort. Donc, 54% des femmes autochtones ont signalé avoir été victimes de formes de violence familiale, comme avoir été battues, étranglées, avoir eu un fusil ou un couteau pointé sur elles, ou avoir été victimes d'agressions sexuelles par rapport à 37% des femmes non autochtones. My name is Pierrette Pelletier. I'm talking to you in favor of Aboriginal women who were battered and abused for a long time. Invisible. Your eyes, they curve around me. I watch you try so hard to find your way past me. Your sight is like rushing waters moving beside me, behind me. Pushing over me, indirectly consuming me. They say the path of least resistance makes rivers and men crooked. I am here. I have resisted. I am resisting. I did not make you crooked. What is it about you, structural giants? What is it about your post-mark protection? What is it about your false perceptions? What beliefs have you bound to my body? What pathologies have you pitted the pigment of my skin? What bad medicine did your forefathers use to make me invisible? You don't want to see me. What's worse is that you have the choice whether or not you see me. I have become a casualty of your blindness, subjected to your one-sided absent-mindedness, because you've been given a privilege called selective vision. You weed out the colors that don't match your peripheral preference, and I am not part of your rainbow, your twisted light promises for better tomorrows. My face can be plastered on posters telling you what I was last seen wearing, with fitted descriptions, a location to give you bearings, and you can choose to look past me and go on uncaring. My raven hair and heritage does not sound alarm bells. It does not stir you to look for me, because you have never really seen me. You've seen me all right. You've seen me on street corners, lips red like sirens, dreams broken like sidewalk syringes, neurotic like Catholic church windows, submissive and silent. You've seen me in welfare lines, hands open wide, waiting for what's coming to me, drinking death-causing concussion behind dumpsters. You see me as a standing statistic, as a living, breathing, heaving stereotype. You see me in the bar, another joke for you and your friends, just another squaw. But if you want to get laid, I'm your Pocahontas. You see me as dispensable. This is how you see me. Undeserving of stars, deserving of starlight rides, and pleasurable times. Funny how you fail to see me when I'm face up, lips puffed, body bloated and battered, bruised beyond recognition, still not gaining your attention. Come on, baby, and dance me outside. I think she was just looking for a good time. I heard she lived a risky lifestyle. It was inevitable, some say. This is how you see me. Now somebody's daughter, never somebody's mother, never an aunt, a sister, or a friend. Never am I seen as strong, as proud, as resilient, never as I am.
Finally, given the stars, laid to gaze at them on back roads and in ditches, on ghostly stretches of forgotten pebble pathways, your vastness swallow me. Do I fall in your line of sight? Do you see me now? Because I get this feeling that your eyes, they curve around me. Bonjour, je m'appelle André Boutottir. Aujourd'hui, je vais vous faire la lecture d'un livre de Joséphine Bacon, Bâton à message, le poème de la page 28. Le Nord m'interpelle. Ce départ nous mène vers d'autres directions aux couleurs des 4 nations. Blanche l'eau, jaune le feu, rouge la colère, noir cet inconnu où réfléchit le mystère. Cela fait des années que je ne calcule plus, ma naissance ne vient pas d'un baptême, mais plutôt d'un seul mot. Sommes-nous si loin de la montagne à gravir? Nos sœurs de l'Est, de l'Ouest, du Sud et du Nord chantent-elles l'incantation qui les guérira de la douleur meurtrière de l'identité? Notre race se relèvera-t-elle de l'abîme de sa passion? Je dis aux chaînes du cercle, libérez les rêves, comblez les vies inachevées, poursuivez le courant de la rivière, dans ce monde multiple, accommodez le songe. Bonjour, ici le chef Gilles Lee de la force policière d'Edmundston au Nouveau-Brunswick. Je vais vous présenter un passage de l'auteur Virginia P.C.Mapeo Bordelot de Rouge et de Blanc. Déclaration de paix des femmes. Il y a 300 ans, il était 39 et 1 à se réconcilier sous l'arbre sacré de la paix. Il y a 300 ans, il était 39 hommes rouges et un homme blanc à signer un traité de paix, sans les femmes. Pendant que les hommes signent des grandes paix qui s'inscrivent en lettres d'or dans l'histoire, les femmes signent des milliers de petites paix à chaque minute dans leur famille, dans leur couple, entre leurs enfants. Des petites paix qui s'inscrivent en lettres de vent et d'eau dans l'esprit, le territoire invisible des femmes. Merci. 44% des femmes autochtones ont signalé qu'elles avaient craint pour leur vie lorsqu'elles avaient été confrontées à des formes graves de violence familiale par rapport à 33% des femmes non autochtones. Donc un quelque 9% de différence. Bonjour, mon nom est Cécile Nadeau et j'aimerais vous présenter un recueil de poésie de Natacha Canapé-Fontaine. Bleuet et abricot. Une crise s'éveille en moi et me transfigure. Le monde attend que la femme revienne comme elle est née. Femme debout, femme puissance, femme résurgence. Un appel s'élève en moi et j'ai décidé de dire oui à ma naissance. Je suis parce que je suis. Je dis je. Je sais donner la vie. Je suis féconde. Le poème entre en moi comme un amant. L'univers entre en mon corps afin de continuer le mouvement du cycle vital. Tout est cercle, la terre, les bleuets et les abricots. Le poème est le mouvement qui féconde. Je suis le poème de l'existence. Je sens tout, les mémoires, les blessures. Je vois tout, le choc de la dépossession. Prendre la parole et soulager le fardeau, le poids de la douleur. J'écris pour dire oui à moi, femme, forcer les portes du silence, assurer la trace, redonner vie aux ombres, aux enfants brisés, à la parole qui ne sait plus dire oui, qui ne sait plus se tenir, qui ne sait plus tenir parole. Je parle au vent et à la mer. Je suis cannibale, prêtresse, mangeuse d'horizon. J'offre un panier de fruits à la mer. Je me souviens. Et j'aimerais terminer
en vous récitant un très beau poème. Je prie, garde mémoire, pays mien, femme terre, indigène, souveraine victorieuse. Pays mien, oh, garde mémoire de ceux venus changer ton histoire, renverser le cycle de tes règles. Ma barque sur la mer ne sait plus tenir. Mon nom est inégal. Je n'ai plus justice depuis trop de siècles. Pays mien, oh, souviens-toi de ceux venus mentir, renier le sang mêlé de nos mères, trop peu pour balancer l'injustice. Prends acte de la légende où la reine pendue se relève debout au milieu des morts. Nous donnerons sépulture pour la fête, pour la mémoire. Pays mien, oh, mon cri sans parler, mon cri saura hurler, mon cri saura bercer, mon cri saura pleurer, mon cri saura gémir. Pays mien, oh, garde mémoire, mon sang, ma parole. Je reviendrai pour le baiser à ma terre. Je reviendrai abreuver mon cœur à ses ruisseaux. Je reviendrai, l'aube éclairera mes passages, plantera mes forêts. Mes descendants diront, Nitassinan, assis. Je reviendrai nommer l'île, lui redonner son histoire. Son nom ne sera plus inégal. Nul ne peut être digne de la terre si la dignité n'est redonnée aux femmes, aux hommes, aux enfants, à qui on l'avait dérobée. Bonjour, je m'appelle Diane Pelletier. Je vais lire un extrait du livre Un thé dans la toundra, page 88. Tu pries pour être entendu, mais ton cri reste silencieux. Ton ombre retourne vers les tiens. 27% des femmes autochtones ont signalé avoir subi 10 agressions ou plus du même contrevenant par rapport à 18% des femmes non autochtones. Encore là, 9%. Hi, my name is April Levac. I'm going to read to you from the book Secret Path from Gord Downey and Jeff Lemire. There's also 10 songs that is related to this graphic novel that Gord Downey wrote especially for this subject. So it's about a boy named Shani Wenjack, misnamed Charlie by his teachers, was a young boy who died on October 22nd, 1966. He was trying to walk home along the railroad tracks, trying to escape the South Cecilia Jeffrey Indian Residential School. Shani's home was 400 miles away. He didn't know that. He didn't know where his home was, nor know how to find it. But like so many kids from residential schools, more than anyone will be able to imagine, he tried. Shani Wenjack haunts us. His story is Canada's story. We are not the country we think we are. History will be rewritten. All of the residential schools will be pulled apart and studied. The next 100 years are going to be painful and unsettling as we meet Shani Wenjack and thousands like him, as we find out about ourselves, about all of us, and when we do, we can truly call ourselves Canada. This is for Shani Wenjack, for his family, for the thousands of families still trying to work their way through this today. 7 matches. She gave me matches.
7 wooden matches. She put them into a small, slim glass jar with a screw-top lid. I fingered that jar. I put it in my pocket. She said, "Can't go into the woods without them." I smiled at her and left. And I kept them dry, and as long as 3 were 6, I'd be fine. I'm sorry. As long as there were 6, I'd be fine. As long as they were 5. Matches in that jar, mile after mile, on the chick-chick, chick-chick sound of the matches, on the memory of her smile. I kept them dry, and as long as they were 5, I'd be fine. As long as they were 4. Matches in a jar with a screw-top lid. I know she did not mean to hurt my feelings, but that's what she did. And I kept them dry, and as long as they were 3, I'd be fine. As long as they were 2 matches in that jar. Cyril Simard, maire d'Edmundston, je vous lis un extrait du rapport de la Commission de vérité et réconciliation. L'aspect le plus troublant de cette victimisation réside dans le nombre incroyable de femmes autochtones qui ont été assassinées ou portées disparues. Un rapport publié par la GRC en 2014 révèle qu'entre 1980 et 2012, 1017 femmes et jeunes filles autochtones ont été assassinées et 164 ont été portées disparues. 225 de ces cas n'ont toujours pas été résolus. Bonjour, mon nom est Donna Wallace-Bourgeault. Aujourd'hui, je vais lire un poème du poète Jean Sioui au nom de Mon couteau croche. Indien carté, en réserve, écarté, sans taxe, édenté, dentiste improvisé, militaire en mission. C'est gratuit pour les petits sauvages, pauvres à l'école des Blancs, à grands coups de 30 sous, collectionneur de petits Chinois, une étoile en papier sur une corde à linge, qui avance à chaque don, jusqu'à l'image d'un vierge qui sourit, des sœurs de la charité habiles à la strap, qui pètent des règles dans le dos, un Indien, éduqué, catholique, alcoolique la fin de semaine. Les préjugés me donnent le goût de rire de moi. Le nombre de femmes non autochtones ayant signalé les formes les plus graves de violence avait diminué de 43% en 1999 à 37% en 2004. Mais le nombre d'attaques similaires pour la personne de femmes autochtones ont resté inchangés à 54% pour la même période. Bonjour, je m'appelle Sarah, je suis bibliothécaire et je vais vous lire la dernière lettre entre la correspondance entre Denis-Élise Béchard et Natacha Canapé-Fontaine, publiée dans Koué, je te salue, conversation sur le racisme. Denis, nous sommes arrivés à la fin de cet échange. Pourtant, il y aurait encore tant de choses à dire, à ajouter, à débattre. Mais si le dialogue que nous avons entamé peut déjà nourrir la réflexion de nos contemporains, alors nous serons véritablement arrivés à la fin de notre correspondance. Notre objectif sera atteint. En attendant, il ne reste plus qu'à suivre les actualités, les discussions, les réactions qui portent sur le sujet. D'ailleurs, ces derniers temps, on dirait que les nouvelles concernant les affaires autochtones occupent de plus en plus l'espace public. Nous verrons en temps et lieu ce que notre échange apportera à ce débat. Depuis notre dernière rencontre au Salon du Livre de la Côte-Nord, en avril dernier, les choses sont allées très très vite. Je pense à la Commission de vérité et réconciliation qui, en juin, déposait enfin son volumineux rapport sur les agressions qu'ont subies les enfants de nos peuples à l'époque des pensionnats autochtones. Au total, 94 recommandations ont été soumises au gouvernement canadien, comme de nouveaux commandements. Je pense aussi aux courageuses révélations publiques de ces femmes autochtones qui ont été discriminées et agressées sexuellement par des membres du corps policier de Val-d'Or. À l'élection, en octobre, d'un nombre record de députés autochtones à la Chambre des communes, plus que dans toute l'histoire canadienne. Au jugement de la Cour suprême, qui a finalement reconnu le titre ancestral qu'une Première Nation Haïda réclamait depuis des années sur une terre britanno-colombienne. Enfin, je pense à la commission d'enquête nationale sur les femmes autochtones disparues ou assassinées lancée en décembre par le nouveau gouvernement libéral de Justin Trudeau.
Une année chargée de faits historiques, une année pour être autochtone. J'essaie de réfléchir à tous ces travaux de réflexion de l'histoire des Premières Nations du Canada. Je me dis de plus en plus, et je le déclare maintenant presque chaque fois que je me trouve en conférence publique, qu'il ne pourra y avoir de réconciliation sans réparation. Car là est le danger. Parler de réconciliation en croyant que nous y sommes déjà parvenus, comme s'il ne restait plus qu'à tenter de deviner par quelle corde nous devons maintenant prendre notre bison. Il faut d'abord passer par la réparation. Malheureusement, il y a une autre étape à franchir auparavant, et c'est la connaissance. La connaissance de soi, la connaissance de l'autre sera la clé pour réparer et apaiser la douleur générationnelle chez nos peuples. La reconnaissance aussi. D'abord reconnaître que des gens existaient avant l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique. Ensuite, saisir que ces personnes que l'on marginalise dans la société canadienne sont en fait les descendants de ces gens présents au moment de la découverte du Nouveau Monde. La reconnaissance. L'étape suivante sera de reconnaître la terre que nos anciens ont chérie. Je ne crois pas que les êtres humains sauront être dignes de cet héritage sans prendre conscience de la valeur spirituelle, philosophique et humaine du territoire. Au risque de paraître à nouveau trop spirituel, de toute façon cela fait partie de mon héritage culturel et philosophique, j'estime que chacun doit maintenant trouver l'humilité de demander la guérison profonde de nos mœurs, de nos mentalités, de nos attitudes. Donnons-nous le pouvoir de reconnaître nos ignorances réciproques. Cherchons le sentier qui nous donnera la volonté de rejoindre le chemin de la décolonisation. Car tout cela ne se fera pas sans mal. Je me suis posé beaucoup de questions, et j'ai beaucoup douté durant nos échanges, mais je crois que c'est une bonne chose. Cela signifie que le travail est véritablement amorcé, que les choses bougent autant à l'intérieur de nous-mêmes que dans le monde. Je suis à Paris, et voici ma dernière lettre. Je me suis déplacée pour la conférence sur le climat, et j'assiste au grand déploiement des paroles autochtones. Ici, des autochtones du monde entier se rencontrent et commencent à échanger, à interagir. Au milieu de ce chaos, je me sens chez moi. Cet après-midi, les Guaranis d'Amérique du Sud ont tenu un sommet sur l'alliance entre les peuples pour la protection du territoire contre l'écocide. Voilà où nous en sommes, à créer des liens forts et solides pour construire une parole planète Terre. Nous sommes au début d'un grand mouvement d'émancipation, même si cela peut sembler à certains égards difficilement réalisable. Nous y sommes. C'est pour cette raison qu'il est urgent et important que les populations du Québec et du Canada s'ouvrent aux premiers peuples d'Amérique. Mais nous ne devons pas nous contenter de dialoguer entre nous et de nous réconcilier. Nous devons également tourner notre regard vers l'extérieur et nous engager à donner l'exemple au monde. Nous devons mieux définir et mieux affirmer notre place dans le monde, à l'instar de certains groupes environnementaux autochtones qui parviennent désormais à universaliser leur présence et à s'enrichir des bons apports des sociétés contemporaines. Je suis bien heureuse d'avoir pu approfondir avec toi plusieurs sujets touchant le racisme entre autochtones et allochtones. Cela m'a permis d'avoir accès à la vision d'une personne qui tient son peuple à cœur autant que moi, de nous engager à trouver les bonnes réponses et les bons gestes que l'on devra poser avec le temps. Je vais toujours éprouver de la gratitude envers toi. Tu as fait surgir en moi des sentiments avec lesquels je devais composer au quotidien, mais sans oser les affronter, parce que je n'en avais pas nécessairement conscience. Au fil de nos échanges, j'ai mieux cerné mes certitudes et surtout mes doutes. J'avance chaque jour avec ces nouvelles connaissances, de moi à l'autre, de toi. Enfin, je crois avoir trouvé en toi la même volonté d'écrire pour la postérité. Nous écrivons pour tracer l'avenir de la génération qui vient. C'est rassurant. Nous écrivons également pour approfondir notre propre pensée, pour remettre en question nos propres perceptions du monde. J'ai hâte de travailler à nouveau avec toi, si l'avenir le permet. Dans quelques années, on verra d'ailleurs comment ce livre aura fait son petit bonhomme de chemin. On verra bien. J'ai pour toi une grande gratitude, mon ami. Que ton chemin te soit bon et que tout ce que tu m'as apporté au cours de la dernière année te soit rendu au centuple. Je t'embrasse. À la prochaine. Natacha. Bonjour, je m'appelle Karine Lelièvre. Je suis bibliothécaire à la bibliothèque Monseigneur W.J. Conway. Puis je vais lire QSI Pan de Naomi Fontaine. Puis je vais lire la page 14. Je déteste le visage d'un mort, les traits sereins, leurs yeux fermés. L'absurdité d'une peau froide, maquillée de couleurs tristes. Novembre lorsqu'il fait gris. Je hais les rides qu'ils n'ont plus, l'âme disparue, emportant avec elle toute existence d'un souffle. Je déteste les observer. La coutume me dit de les veiller. Je meurs car ils sont laids, ces hommes au regard éteint. Pourquoi ses yeux ne reflètent-ils jamais mon visage? J'aimerais que sa bouche, éternellement muette, me dise que je lui ressemble. Bonjour, mon nom est Luz Maria Medina Lopez et je suis bibliothécaire pour les enfants à la bibliothèque publique d'Edmundston. Aujourd'hui, je vais parler d'un rapport
intitulé Les femmes autochtones disparues et assassinées, un aperçu opérationnel national. À la fin de 2013, la GRC amorce une étude dirigée afin d'éclaircir le nom des cas de femmes assassinées et disparues et des femmes autochtones. Le rapport expose le résumé des efforts de la GRC afin d'éclaircir tous ces nombres de cas qui sont nombreux ici au Canada de femmes assassinées. Dans le rapport, le nombre de cas déclarés à la police de femmes autochtones disparues et assassinées et de disparition de femmes autochtones non résolues totalise 1181, donc 164 disparitions et 1017 homicides. Ce total montre que les femmes autochtones sont surreprésentées parmi les femmes disparues et assassinées au Canada. Il existe des similitudes dans l'ensemble d'homicides des femmes. La plupart des homicides ont été commis par des hommes et la plupart des auteurs du crime connaissent leurs victimes, qu'il s'agisse d'une connaissance ou de leur conjointe. La majorité des homicides des femmes, près de 90%, sont résolus et il y a peu de différence entre les taux de résolution pour les victimes autochtones et les victimes non autochtones. Le rapport conclut que le nombre total de femmes autochtones disparues et assassinées dépasse les estimations publiques précédentes. Ce total contribue de façon importante à la compréhension de la GRC sur cette question, mais il ne constitue qu'une première étape. Comme dans tous les efforts d'une telle importance, le présent rapport doit être accompagné d'une mise en garde, comme quoi il peut comporter un certain nombre d'erreurs et d'imprécisions. Plusieurs raisons militent en ce sens. La période au cours de laquelle les données ont été recueillies a été longue, ou une cueillette effectuée par des enquêteurs signifie que les données peuvent faire l'objet d'erreurs humaines et d'interprétation. Il peut y avoir aussi l'incohérence de l'ensemble des variables pendant la période d'examen et parmi les sources de données multiples, et finalement les défis en matière de définition. Les chiffres que je viens de vous donner constituent les meilleures données disponibles auxquelles la GRC avait accès au moment où l'information était recueillie. Ces nombres, ces chiffres changeront au fur et à mesure que la compréhension de ces cas par la police évolue. Mais actuellement, il s'agit des données les plus exhaustifs jamais assemblés par les services de police canadiens sur les femmes autochtones disparues et assassinées. Merci. Hi, everybody. I'm going to read Invisible Victims, Missing and Murdered Indigenous Women by Catherine McCarthy. Crimes, Canada, True Crimes That Shocked the Nation, Volume 15. I'm actually going to turn to page 179 at the end of the book and read the conclusion. Violence towards Indigenous women in Canada is escalating at alarming rates, even though the country's overall crime rates are dropping and are at the lowest in over 40 years. Indigenous women are 6 times more likely to die a violent death and 7 times more likely to be killed by a serial killer than non-Indigenous women. Indigenous women are also disproportionately represented in the homicide statistics. While making up only 4% of Canada's population, Indigenous women account for 16% of the females who are murdered. With respect to the true number of missing and murdered Indigenous women in Canada, no one can say yet. The RCMP's data that was widely reported in the media has serious validity issues. Missing data from 2 large provinces with a high number of Indigenous people,
missing information from information system backlogs, failure in capturing vital information on victims or missing persons, and an overall intrinsic motivation to skew the numbers towards family violence to conclude the crisis in an Indigenous problem, all leads to doubts about the accuracy of the reported number. Grassroots organizations put the number somewhere around 4,000. The national inquiry that is due to kick off the next few months will be able to identify and quantify the true number. This state of affairs and missing and murdered Indigenous women crisis is still unknown to many people in Canada. One reason is the fact that for decades, the media has deemed the deaths or disappearances of Indigenous women and girls as unnewsworthy. The media has the ability to not just inform, but to persuade society in general that we can make a difference. This is not to suggest that Canada's mainstream media come up with solutions for this problem, because only Indigenous people themselves know what they need to heal. But the media can absolutely play a role in supporting Indigenous people. Some effort is beginning to be made with the CBC, Globe and Mail, and Toronto Star. However, much more can be done with how these cases are reported. Again, this is where the National Inquiry should provide recommendations. The reason why this crisis is happening is complex. In the past couple of centuries, Indigenous women have been harmed in many ways. Colonization has dissociated women from everything they valued: their communities, land, family, culture, spirituality, and sense of self. But Indigenous women are strong, mentally and spiritually, and very resilient. 100 years ago, Duncan Campbell Scott vehemently stated that he would not stop until all the Indians were gone. Well, despite everything, we're still here. Only 1.4 million of us, but the fact that we still exist speaks volumes. Bon, bonjour, je m'appelle Tania Lepage, je suis étudiante à l'UMCE, l'Université de Moncton, campus d'Edmundston. Puis aujourd'hui, je vais vous lire la prologue de L'amant du lac de Virginia Pescemapoeo Bordelot. Donc, prologue. Il n'est pas aisé de communiquer le dit de l'amour chez l'Amérindienne. Notre monde de pensée est particulier. Nous n'avons pas le genre grammatical féminin-masculin dans notre langue. Comme Thomson Highway le disait lors d'une entrevue, nous devons spécifier si nous parlons d'une femme ou d'un homme. Difficile de partager ces différences dans la perception des rapports entre les cultures. Difficile de se mettre dans la peau de l'autre et de le comprendre véritablement. Ce roman est une histoire où règne la violence et colère, et surtout une histoire de plaisir des corps dans un monde qui n'a pas encore connu les pensionnats pour autochtones et les abus multiples des religieux sur les enfants. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi cette époque, avant le clivage des esprits chez les Amérindiens. Une époque où il est encore possible de vivre libre dans une nature vierge et grandiose en Abitibi. Il s'agit de dénouer les mailles des blessures liées à la perte du territoire intime, perte de l'identité individuelle et citoyenne, perte de l'identité sexuelle, perte du corps jouissance, perte de l'innocence ou de la simplicité des jeux de l'amour que les abus des prêtres ont laissé sur nos corps et nos âmes. Ce roman existe, je le souhaite, afin de déterrer la graine de la joie enfouie dans notre culture profondément vivante, échappée du brasier de l'anéantissement annoncé par la loi sur les Indiens, mise en œuvre par les Oblats de Marie Immaculée. L'amant du lac nous apprend que nous ne sommes pas que souffrance, que de victimes. Nous pouvons aussi être plaisir, exultation des corps, des cœurs, donc amour. Hello, I will be reading from Invisible Victims, Missing and Murdered Indigenous Women, a book written by Catherine McCarthy. I'll read a short text called Roll of DNA, page 71 and 72. My name is Monique Buto. Roll of DNA. One last thing to discuss about the root causes of violence towards Indigenous women
is the role that DNA plays. This is really important to healing the intergenerational effects of all the government's assimilation policies and programs from the past. Scientists have found that memories can be passed down through generations by our DNA. Tests performed on mice show that they can pass on learned information about traumatic or stressful experiences, in this case a fear of the smell of cherry blossom, to subsequent generations. Our bodies are designed to handle stress. However, if that stress is chronic and prolonged, the body remembers by transferring that knowledge from the brain to what's called an epic. Besides, my scientists have been doing tests on the children and grandchildren of Holocaust survivors. While this field of study is still very new, according to the new insights of behavioral epics, traumatic experience in our past or in our recent ancestors' past, leave molecular scars adhering to our DNA. Jews whose grandparents were chased from their Russian shtetls, Chinese whose grandparents lived through the ravages of the Cultural Revolution, young immigrants from Africa whose parents survived massacres, adults of every ethnicity who grew up with alcoholic or abusive parents, all carry with them more than just memories, end quote. Or residential school students who survived the abuse meted out to them for years. It's possible that the scars of those traumatic memories imposed by all of the government's racist policies have been attached to the DNA of Canada's Indigenous people. If the scientists are correct, it will take generations to undo the damage. However, the scientists are confident it can be reversed. They say that if your grandmother received loving care and nurturing, those positive experiences will attach themselves to the epigenome as well, and they will be passed on as well as any strengths. Bonjour, mon nom est Alain Leblanc. Aujourd'hui, je fais la lecture d'un livre de Natacha Canapé-Fontaine, Bleuets et abricots. Le titre de la lecture, La migration. Je suis apatride, je n'ai ni terre ni territoire. Le pays est né, mon sang, ma colère. Je suis sa mère. Il a renié mon visage, il a oublié le lait de mon sein brun, les songes et les perles de légende que je lui ai donnés. Il ne se souvient plus de ma main, ses descendants marchent, foulent le nom de la terre. Il ne reconnaît pas la couleur de la toundra, la férocité de l'azur. Il marque ici un conquérant, 500 ans plus tard, 7 générations après. Les fils des peuples qu'il a asservis ne se souviennent plus de leur nom. Je n'ai pas oublié le baiser de l'eau, neige solide et blanche, qui endort et la terre et sa chevelure. Je n'ai pas oublié mon territoire fait puissance, le goût jouissif de ses fruits, orgueil et génocide. Bonjour, mon nom est Cécile Nadeau et j'aimerais vous présenter aujourd'hui un auteur qui s'appelle Jean Sioui, qui a publié un recueil de poésie intitulé « Mon couteau croche ». Voici son poème, le poème que j'ai choisi. J'ai lassé des raquettes sur une terre de babiche Wendake. J'étais chez moi. J'ai lu tant de livres d'une mission étrange. J'étais perdu. Derrière mes raquettes, j'ai beaucoup ri. Derrière mon pupitre, on m'a appris le silence. Instruit à grands coups. Mes doigts se rappellent la peau de daim, l'aiguille en os, le couteau croche. Mes cuisses se rappellent la strappe de cuir, la règle en bois, le coin de la classe. Ma tête se perd entre deux peaux.
Mémoire trahie de ma nation, fiction de l'histoire sur papier blanc, conteur moderne en culotte savante, dans des temps d'envolée côte à côte. Baveux et fiers, ils enfoncent des mots, d'eau ou de feu, mensonges dans les écoles pour trapper des élèves. Hi, my name is Corinne Leliev. I'm a librarian here at the Monsignor W.G. Conway Library. I'm going to read Invisible Victims, Missing and Murdered Indigenous Women from Catherine McCarthy. Indigenous women and girls are more likely to suffer extreme violence than other women. They are more likely to disappear and never be seen again. And sadly, they are more likely to be murdered by a serial killer. For decades, it has been Canada's dirty little secret. Then in 2014, the horrific murders of Loretta Sanders and Tina Fontaine made headlines across Canada, igniting widespread outrage and exposed Canada's national shame. So why is the level of violence towards Indigenous women reaching crisis level? Centuries of discrimination, long-term effects of the dreadful residential school era, and many other appealing government-approved practices have resulted in widespread racism towards Indigenous people. Attempts at genocide didn't cease centuries ago, like many beliefs. They just became more subtle. Invisible Victim is a shocking work that shines a spotlight on the missing and murdered Indigenous women tragedy in Canada, its root cause and several cases. It also includes serial killers who specifically targeted Indigenous women as victims, as a direct result of indifference of the part of Canada's law enforcement, media, and government. Bonjour, je m'appelle Clara et je vais vous lire un poème de Louis-Carl Picard-Sioui du recueil Au pied de mon orgueil. Recommencer du début, ne rien effacer, ne froisser aucune page, prendre soin de conserver chaque mot, chaque espace, chaque caractère. Recommençons juste pour voir.